Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Est-ce que tu as des questions ? Non, j'en ai pas. T'es bien ? Je suis parfaitement bien. J'aime bien entendre ça. Je te lis ma petite intro. Javier, bienvenue chez moi. Merci. Ensemble, on va parler de ton parcours d'homme gay trans, de ton chemin pour aimer ton corps hors des normes et vivre ta sexualité gay. Quand je dis que tu as un corps hors des normes, c'est que tu n'as pas de pénis. Alors, j'ai hésité à le dire aussi frontalement en intro, parce que trop souvent, les personnes trans sont ramenées et réduites à cette génitalité, se tapent souvent des questions très intrusives sur ce sujet de la part d'inconnus. Donc non, mes petits auditoristes, on ne fait pas ça. Mais là, tu m'as autorisé à le dire ainsi, car c'est au cœur de ton chemin d'intime. Après ton opération du torse, tu décides de ne pas faire d'opération génitale, de te rajouter un pénis, comme tu m'as dit. C'est un choix qui t'épanouit beaucoup, même si ça te confronte à pas mal de rejets. Tu vas nous raconter comment tu navigues ça, les gars qui te draguent et quand tu leur expliques ton corps qui se détourne. Mais on va aussi parler d'épanouissement, parce que ta transition t'a libéré, un vrai déclic pour assumer ta sexualité gay. Tu as fait tout un chemin pour comprendre ce que tu aimes sexuellement et oser le demander et le vivre. Et ça, c'est un sujet super universel dont plein d'auditeurs me parlent. Ton récit va donner des inspirations et des clés à tous les auditeuristes qui, comme moi, galèrent parfois à se connecter à leur corps ou à leurs désirs parce qu'ils s'inquiètent de ne pas être assez dans les normes. Dans ta trousse à outils d'épanouissement, tu vas nous parler de couple, de BDSM, de kink. Tu m'as dit que ça avait été, je cite, ton passeport pour rentrer dans le milieu, et de performances artistiques, notamment la fois où tu as, je cite, baisé sur scène, exalté par la foule. Bon, déjà, veux-tu réagir à cette intro ? Je l'avais lu avec ta voix dans ma tête, et le voir en vrai, c'est assez particulier. C'est cool. Tu valides ? Je valide. J'avais envie en fait de commencer par une première question. Je viens de changer le nom du podcast pour Actif ou Passif et j'avais envie de te demander, toi, t'en es où aujourd'hui avec cette question ? Qu'est-ce que tu fais de cette question ? Dépressif. Okay. Je dirais que c'est une question qui s'est beaucoup posée puisque j'étais pas forcément très à l'aise avec mon corps au tout début où je me suis connecté à lui. Du coup, forcément, j'étais dans une hyperactivité à tous les sens. Finalement, je voulais pas qu'on me touche, donc je prenais toute la place pour pas qu'il y ait de main sur moi et que les mains soient occupées à ne pas toucher, mais à kiffer. Ça a été une pression monstrueuse que de penser toujours à occuper l'espace, à refuser, à l'occuper pour qu'on me touche pas. Ouais. Et à la fois à satisfaire, voire plus, à faire adorer, à rendre l'instant absolument inimaginable de plaisir et de désir. Et en fait, avec l'âge, la fatigue, le couple et l'apaisement peut-être avec mon corps, c'est des choses, je me pose plus forcément la question, puisque je crois que je suis tout. Je suis versatile, je suis parfois hyperactif encore, parfois je suis une étoile de mer, et c'est cool d'être de plein d'espèces différentes. Tu as sous-entendu que tu avais vieilli. Ouais. Tu as quel âge ? J'ai 34 ans. Quand même. J'ai l'impression d'avoir eu plein de vies, en fait. Ouais, je comprends. Déjà, j'ai eu une vie de meuf absolument, je dirais pas fantastique, mais surexploitée, puisque déjà sur le plan professionnel, sur le plan sexuel, sur le plan de ma découverte de mon corps et son appropriation, et trouver là où j'étais bien, moi, hors des standards. Ça a été très dense finalement, et j'ai l'impression d'avoir pris à peu près 79 ans en quelques années. Maintenant, c'est peut-être le moment où j'apprécie le plus le temps qui passe, mais il passe un petit peu trop vite quand même. Mais
ouais, j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup plus d'années que l'âge que j'ai, beaucoup plus de rides dans mon passif que j'en ai sur mon front, et je trouve ça plutôt cool, mais quand même fatigant. Une vieille âme? Ouais, clairement. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que quand j'étais tout petit, je sais pas, 5-7 ans, je me posais déjà des questions que personne comprenait pourquoi je me les posais, des questions sociales, sociétales. Probablement liées à une neurodivergence ou un truc comme ça, hein, mais finalement, des questions qui n'étaient pas de mon âge déjà. Et puis, ça n'a jamais cessé de se passer. Je suis mieux avec des personnes qui sont plus âgées ou des vieilles âmes. Très tôt, j'ai dû prendre mon envol parce que je trouvais qu'il y avait trop d'adultes à la maison alors que j'étais encore un enfant. Et j'anticipe pas mal ce que les gens vont dire. Et je l'ai toujours anticipé. Donc, ouais, c'est peut-être un peu de tout ça. Je t'ai proposé de tirer au sort ta première question, qui est du coup maintenant ta deuxième question. Quel est le chiffre que tu choisis entre 2 et 110? Je dirais 4. Pourquoi 4? Je trouve joli ce mot. Alors maintenant, donc tu sais, on organise des rencontres partout. Les auditeurs qui se motivent dans leur ville organisent des rencontres, et on a créé une sorte de jeu de cartes où on a sur chaque carte 2 questions, une osée et une moins osée, et donc c'est une manière, tu vois, de briser la glace pendant ces événements. Tes 2 questions, et je t'invite à choisir celle que tu préfères, elles sont très belles. La moins osée, c'est: quel conseil donnerais-tu à des jeunes gays ou trans, queer? En fait, il y a le drapeau queer et le drapeau trans. C'est quand même une des très rares questions où il y a le drapeau trans. C'est intéressant. Et ta question plus osée, c'est le dernier truc que tu as testé au lit et qui t'a fait kiffer. Alors, je prendrais la plus osée. Ok. J'ai appris il y a quelques années à dire ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. D'une façon horizontale, hein, au lit ou dans n'importe quelle situation, une situation sociale, une situation d'abus, une situation pro. Et c'était pas facile parce que déjà j'ai un vécu de meuf, donc déjà les meufs elles sont pas supposées parler, tu vois, en termes d'éducation. Quand tu dis j'ai un vécu de meuf, ouais. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'années où tu avais un vécu de meuf. Clairement. Ouais. J'ai été éduqué comme une meuf. Et du coup, j'ai intégré parfaitement les standards, comme si c'était un dictionnaire, finalement. Est-ce que juste pour qu'on ait une sorte de chronologie en tête, à quel moment, enfin, tu dirais que ce vécu de meuf, il a duré combien de temps? C'est très difficile. C'est une question à laquelle je sais pas vraiment répondre parce que je sais pas à quel moment j'ai arrêté de me poser des questions et que j'ai commencé à trouver des réponses. J'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que c'est une meuf, déjà. Quand j'étais tout petit, je me suis fait raser les cheveux pour ressembler à un garçon à 8 ans, un truc comme ça. Et du coup, j'avais déjà une réponse, un début de réponse. Mais le moment où je me suis vraiment intéressé à qu'est-ce que c'est une éducation masculine, un vécu de mec, comment on réagit en tant que mec dans la rue, c'est vachement tard, en fait. C'est vers mes 25, 30 ans, donc il y a pas longtemps en fait finalement, puisque je refusais complètement d'intégrer ces standards, parce que je m'en fous en fait, mais parce qu'ils sont quand même nécessaires pour évoluer dans une société. Donc ouais, quand même une éducation complète de meuf, donc de la petite enfance jusqu'à mon départ à 17 ans, en émancipation de ma famille, donc ouais, une bonne éducation de meuf. Et de là, du coup, non, t'inquiète, je te remets la question, c'est quoi le dernier truc que t'as essayé au lit qui t'a fait kiffer, et t'introduisais en disant, en fait, là récemment, j'ai réussi, je sais pas si t'as dit ce terme-là, mais à dire, et après tu te contextualisais. Pourquoi ça te fait marrer? Parce que je sais exactement ce que j'étais en train de mettre en Tu te souviens de ton fil? Oui. Eh ben, déplie-le. Très bien. Du coup, effectivement, j'ai appris à dire ce qui me plaisait pas, ce que je voulais. Et tu veux dire contrairement à comment t'as été éduqué. Exactement. Je comprends, ouais. Et en fait, je me suis permis de le faire avec des trucs chiants. Genre, moi, je suis un relou pour jouir. Je mets super longtemps. Genre vraiment super longtemps. Et on m'a jamais dit que c'était chiant.
Mais c'est compliqué. Enfin, même quelqu'un qui me suce, il peut me sucer pendant plusieurs heures, en fait, clairement. Et il faut sacrément pas avoir de crampes, quoi, parce que effectivement, il y a une pénibilité physique quand on prend le contrat avec moi. Et je me suis permis de demander à la personne, est-ce que tu serais chaude pour mener ce challenge? C'est-à-dire te sucer pendant jusqu'à ce que j'explose. Ok. Et en fait, en conscience de cette pénibilité. Et en fait, c'était cool parce que j'ose pas, parce que je me prends grave la tête avec ça, parce que ça fait mal au cervical, en fait, quand t'es dans la posture contraire. De sucer pendant plusieurs heures, ça fait mal partout. Okay. Et j'ai pas envie de l'imposer à quelqu'un. Parce que toi-même, tu as sucé pendant plusieurs heures. Ok. Et du coup, c'est très rare que je jouisse dans la bouche de quelqu'un, forcément, parce que c'est long. Et j'ai réussi et c'est super cool. Donc, tu as trouvé ce partenaire qui était OK. Ouais. Et qu'est-ce que tu as dû dépasser pour t'autoriser? Je suis quelqu'un qui est... Je me sens vraiment mieux quand il y a un gros lien avec la personne, avec mon partenaire, et un lien qui dure, un lien d'apprentissage finalement. On s'apprend l'un et l'autre physiquement. On apprend aussi tous les non-dits en fait. On apprend à lire l'autre avant qu'il parle. On apprend à lire ce qu'il pense quand il fait quand il a une expression physique, une expression, un déplacement. Finalement, j'aime bien apprendre l'autre et savoir ce qu'il pense par ses réactions visibles. Et c'est ça qui m'a permis justement de dépasser ouais, mais je vais être chiant. Et c'est donc cette intimité créée avec l'autre, le fait que ça dure depuis un moment, le fait de savoir que il saura me dire aussi que c'est chiant. Et que je lui impose rien et qu'il dépasse aucune limite, que c'est pas grave s'il dit non et qu'il le sache. Comment t'as confirmé avec l'autre que oui, il saura dire s'il aime pas? Par discussion, vraiment bêtement, par le fait d'en parler. C'est toujours une grosse crainte pour moi que dépasser les limites de l'autre sans qu'il s'en rende compte. C'est-à-dire que il soit dans le moment où il kiffe de ouf et qu'après il se dise ah ouais, mais maintenant que je kiffe plus, en fait je suis allé au-delà de mes limites. Alors souvent ça concerne des personnes plutôt jeunes ou qui se connaissent pas, c'est plus trop ma gamme, mais j'aime bien en parler parce que ça m'enlève un poids que de savoir que l'autre il sait ce que c'est déjà, c'est ce dépassement de limite qu'il regrette après, puisque s'il sait pas, déjà il connaît pas cette partie-là et moi ça peut m'effrayer plus. Donc le fait d'en parler avec l'autre, ça m'a permis de dépasser ce truc-là en mode déjà il sait que je vais pas lui en vouloir de dire non et en plus il va savoir me dire non parce que il connaît ses limites. Ouais. Est-ce que t'as eu des petites pensées limitantes pendant t'essayer de t'abandonner? Toujours. Mais c'est triste, pourquoi tu souris comme ça? Parce que je crois que j'ai un éventail de pensées à la con que je vois devant mes yeux en repensant au moment, mais toujours parce que je sais pas, j'arrive pas à mettre mon cerveau en pause, jamais en fait. Ouais. Mais jamais. Et même quand je dors, je crois que je fais du tricot avec mes neurones. Et forcément, les moments les moments d'abandon, c'est encore pire parce que. C'était quoi ces pensées intrusives alors que t'avais validé que le partenaire était content de... C'est des trucs à la con. Je dirais pas que c'est penser à ma liste de courses, mais c'est pourvu que ça aille vite, pourvu que ça l'emmerde pas, pourvu que... Enfin, des trucs bêtes en fait. Mais qui sont toujours plus ou moins là. Hein. Mais c'est pas, ça me limite pas non plus. C'est des pensées juste qui prennent un peu trop de place et que ça serait cool si on pouvait avoir un interrupteur, quoi. Pour dire on-off. Et vous avez discuté ou t'as déjà eu des idées pour justement, si tu fais face à ces pensées intrusives, agir pour les apaiser? Elles s'apaisent toutes seules. J'ai un éventail de pensées qui est assez ouf, avec plusieurs niveaux en même temps. Jour et nuit, tout le temps, c'est épuisant. C'est un peu relou parce qu'en plus, je pose trop de questions pour tout. Mais c'est des choses qui s'apaisent toutes seules parce que de toute façon, la plupart des questions n'ont pas de réponse en fait. Ouais. Finalement. Donc elles s'éteignent et puis il y en a d'autres et puis voilà. Tu peux lui prendre le visage dans les mains et tu vois le remonter et lui dire ça va? Ce genre de choses, oui, c'est le genre de choses que je peux faire, mais pour te rassurer.
En vrai, je j'ai pas tant besoin d'être rassuré que ça, en fait. T'as pas envie que... Ah ouais, t'as pas envie de... Ok. Non. J'ai eu l'habitude de dealer avec ça et ouais. Ok. Parce que moi, les pensées intrusives pendant le sexe, j'adore le sujet. Enfin, je dis Ouais. ça, ça me parle de ouf. J'ai l'impression qu'on en a tous plein. C'est généralité, pardon. J'ai pas le droit, mais je trouve que souvent j'en entends parler, tu vois. Et c'est normal. On est en train d'essayer de se connecter à une autre personne. À moins de se connaître sur le bout des doigts, on peut se demander est-ce que ça va pas, etc. Et il y a pas plus tard que tout à l'heure. Pareil, tu vois, j'ai essayé de jouir avec quelqu'un et lui avait joui. Et moi, on avait déjà joui une fois. Donc moi, jouir plusieurs fois, pas simple. En tout cas, pour moi, ça met un peu plus de temps. Et là, je me suis dit, ah putain, on se connaît pas très bien et j'ai trop envie de lui plaire. Et je me suis dit, mais là, il est en train de se faire chier et tout. Et j'aimais trop ce qu'il me faisait. Et j'avais une autre partie de ma tête qui était là, putain, vas-y, allez Guillaume, vas-y, lance la purée, là, on n'a pas 1000 ans. C'était trop triste et j'étais là, chut. Tu te rends compte de tout ce qui se passe dans la tête. Et j'ai pas osé, moi, lui dire, ça va. Parce que j'étais là, non mais vas-y, finis le plus rapidement possible, tu vas pas commencer à interrompre le délire et tout. Y a pas le temps. On était aussi pressé par le temps un peu. Mais j'ai transformé ma sexualité, la raison pour laquelle je te posais la question d'agir. Moi, ma sexualité s'est transformée quand j'ai commencé à dire, attends, excuse-moi, là, je suis en train de me décaler, je suis en train de, pardon, de sortir du rapport sexuel, je suis pas très à l'aise, je me sens vulnérable, ou j'ai peur. T'as même pas besoin de, tu vois, d'être super spécifique. Tu peux dire, attends, là, et ça transforme le truc parce que très souvent la personne elle dit ah bah vas-y mais pourquoi bon peut-être moi je choisis bien mes partenaires, on peut m'offrir ça, mais c'est sûr qu'un partenaire qui me répondrait ah vas-y tu fais chier, t'es pas un robot, ah mais c'est pas que je le défoncerai, si je dirais on se revoit quand t'as écouté mes 300 épisodes. Je rigole. Clairement. Bon, toi tu fais avec. Oui, je fais avec, ça prend pas trop de place. Justement aussi, j'ai besoin de ce lien en fait précédant le rapport, ce lien où on s'est appris, et du coup justement ça me permet d'avoir, de ne pas avoir plus de pensées intrusives. Quand je nique avec des gens que je connais pas, là, je vais me poser des questions genre ouais, est-ce que je lui plais effectivement, je vais tout faire pour lui plaire, et du coup je vais pas m'autoriser à juste à être bien. Je vais essayer de prendre des poses qui me rendent beau. Je vais essayer je vais jouer avec la lumière. Je vais et du coup. Non, attends. Je veux en savoir plus. J'adore. Comment tu fais pour jouer avec la lumière? J'ai une bonne vision photographique. Je suis photographe du coup, en plus de mon taf. Et du coup, j'aime bien. Je suis voyeur aussi. J'aime bien regarder quoi que ce soit. Et du coup, j'ai envie que les gens voient ce que je veux voir de moi, en fait, finalement. Mm-hmm. Et je m'autorise à passer ce truc-là que quand j'ai pu montrer ce que j'avais à l'intérieur. Et que c'est l'intérieur qui soit apprécié avant la beauté, avant la plastique, tout à fait. Du coup, tu as des lumières spécifiques chez toi et tu sais les incliner. Il y a ça, et puis je sais m'incliner aussi. Okay. Pour rendre la chose plus jolie et mettre surtout la lumière sur ce qui me semble plus joli, et l'enlever là où je suis moins sûr de moi en fait. Je suis partagé entre génial, t'as trouvé une manière de prendre confiance en toi, de te mettre à ton avantage, et c'est chouette, et tout l'opposé. Tout à fait. Toi, t'es où par rapport à... Moi, j'aime bien l'abandon total. J'aime bien m'en foutre, en fait, me noyer dans l'espace. J'aime bien que mon plaisir, il raye tout, et que le plaisir de l'autre raye tout, sans qu'on se prenne la tête sur l'esthétique, sur la douceur, sur est-ce que j'ai fait mon gommage, sur est-ce que... Peu importe. J'aime le moment qu'on partage, et je crois que je déteste le moment où on stresse de l'esthétique, on stresse de est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que mon gros orteil est doux, chier quoi. Mais c'est des pensées. C'est marrant que tu dis ça, parce qu'en ce moment je complexe sur mes pieds.
Nouveau complexe unlocked. Dommage, c'est triste. Mais oui, mais en fait, je t'explique, j'ai une pote, j'étais chez moi, et on discutait tous sur mon canapé, et elle regarde mes pieds, elle me fait, mais c'est une blague? Tu te mets pas de la crème? Et j'étais là, et c'est vrai que j'ai les pieds je cours beaucoup, donc j'ai les pieds très secs, et ouais, tu vois, la peau, elle est pas genre nickel bébé. Après, du coup, je sais pas trop comment un pied devrait avoir l'air. Est-ce que je suis censé avoir une peau genre toute lisse et tout? Mais c'est vrai que, et donc j'ai acheté une râpe à fromage, là. C'est quoi cet enfer? Bon. Donc du coup, maintenant, quand je suis dans un rapport sexuel et que le gars a les pieds pas loin de son visage et que je le sens attiré, en plus, j'ai trop des jolis pieds. En vrai, genre, on valide de ouf en termes. C'est cool que tu dises ça. J'ai un petit pied, mais quand même un peu. On m'a dit que j'avais très jolis pieds. En fait, quand il rapproche son visage, je suis là, ah là là, gars. Ouais, pensée intrusive. Non, mais je suis à peu près sûr que si t'as le fond du pied trop rugueux, c'est pas ouf, quoi. Ouais, mais ça veut dire que tu sors quand même un peu du rapport pour penser à ça. Complètement. Donc je rappe. Ma foi, bientôt tu vas pouvoir te mettre le trophée de Diams. Oh waouh, ok, j'aime. Non, mais je trouve ça intéressant en tout cas. Quelle est la part de nous qu'on gomme? Parce qu'en fait, moi j'avoue que moi je prends une douche avant le sexe. Enfin, j'essaye ou pas d'ailleurs. Je choisis selon le kiff du partenaire, si je sens un peu la transpiration ou pas. Enfin, il y a plein de choses. Hop, on se met un peu beau. Et moi je comprends et je trouve ça cool. Mais c'est quoi la part où en fait on est juste en train peut-être de se déconnecter de soi et de l'autre, quoi. C'est une super question. Quand je t'ai demandé, on a fait un pré-entretien, toi et moi, et il y avait plein de sujets qui te venaient en tête. Et quand je t'ai dit, si tu devais n'en choisir qu'un, le plus important pour toi, là tout de suite, tu m'as répondu le rejet que le milieu gay peut t'avoir ou peut te renvoyer. Et notamment une anecdote sur une soirée d'anniversaire. Est-ce que t'es ok qu'on se lance dans cette anecdote? Bien sûr. Je t'écoute. Ok. J'ai rejoint le milieu gay assez tard dans ma vie, parce que j'ai eu une vie de gouine en fait, puisque j'étais une meuf hyper masculine et puis forcément je suis rentré dans les codes de la meuf butch, vraiment hyper mascu. Tu peux me décrire selon toi ce qu'est une meuf butch hyper mascu? Alors je sais pas maintenant parce que je sais que les codes ont vachement changé depuis. Ah non, à ton époque, pardon. À mon époque, c'était un peu une meuf qui mettait des fringues de mec, qui se comportait d'une manière complètement. C'est un mec version 3000, quoi. C'est 3000% d'un mec. C'était la démarche de camionneur. C'était même pas. Enfin, finalement, il y avait il y avait pas de gommage, il y avait pas de soin de la peau, il y avait pas de. C'est plutôt vraiment la meuf qui prenait pas trop soin d'elle. Donc pas prendre soin d'elle, ça veut dire parce que moi j'ai jamais fait de gommage de ma vie de mon visage. Mais tu veux dire, elle se parfume pas. C'est ça. Elle se maquille pas. Elle se maquille pas. Okay. Elle fait pas attention aux gestes, à sa façon de se déplacer. Tu as dit le contraire. Elle se déplace en camionneur, donc c'est le contraire. C'est des gestes non contrôlés finalement. C'est alors que la meuf, l'archétype de la meuf, c'est plutôt le contraire. Effectivement, en tout cas celui qu'on m'a présenté comme étant celui qu'il fallait devenir, notamment professionnellement. Okay. Parce que j'ai une vie de cadre un peu balèze. Et c'est quoi une vie de cadre balèze? T'étais haut placé? Oui, j'étais haut placé et très jeune. D'accord. Et il a fallu me prouver au monde que j'étais capable d'assumer ça. Ok. Et le prouver via des stéréotypes de meufs. Ok. Et donc j'ai fréquenté le milieu gay, mais version lesbienne pendant pas mal d'années. Ok, et juste que je comprenne, il y a un moment donné où tu as joué le jeu des codes de la meuf, notamment professionnellement, jusqu'au moment où tu as arrêté. Où j'ai explosé. J'ai complètement explosé. J'ai explosé à cause d'une histoire d'uniforme. Je me suis toujours plus ou moins senti en dehors des codes du genre. J'ai un peu fait du ping-pong dans ma vie entre les codes pour essayer de trouver où est-ce qu'il fallait que je place la balle. Et probablement que je m'en foutais un peu que ça tombe sur le filet. Voilà. Il n'y avait pas de code finalement qui me plaisait plus que ça.
La tenue de meuf, ça a été terrible à supporter, la tenue vestimentaire. L'uniforme de meuf, j'ai complètement explosé quand on me l'a imposé, parce que j'ai pas compris déjà pourquoi on me l'a imposé. Je veux dire, au travail, on t'a demandé, toutes les meufs avaient... Tout à fait. C'était... ok, toutes les meufs avaient le même uniforme. Et puis c'était aussi pour prouver ma légitimité, l'uniforme. L'uniforme servait à prouver ma légitimité, puisque si tu viens habillé comme tu es, comme tu aimes, même si c'est très propre aux yeux de la société, dans ce genre de cadre, voilà, déjà avec des piercings et puis des tatouages un peu de partout, t'es pas du tout respecté. C'est ton cas ? C'est mon cas. Tu avais à l'époque des piercings et des tatouages ? J'en avais plus encore que maintenant, et j'en ai encore maintenant beaucoup. C'est ça. Et du coup, non, j'ai implosé pour ça. Donc je suis sorti des codes à ce moment-là, et je me suis trouvé moi quelque chose de beaucoup plus confortable. Tu démissionnes ? Je démissionne. Ah ouais, tu vois. Et je reviens complètement sur mon avenir pro, puisque je me dis clairement, c'est pas fait pour moi. Il vaut mieux que je fasse des jobs de merde. Puisque dans toutes les structures où je vais avoir un grade plutôt haut, je vais devoir prouver par l'esthétique qui je suis. Ouais, t'enfermer dans une version... Tu veux dire à peu près le domaine... Tu ne nommes pas du tout le domaine professionnel, c'est volontaire ? C'est que finalement, on peut faire copier-coller dans plein de domaines professionnels. Donc c'était aussi... c'est mon parcours, mais c'est le parcours de pas mal de personnes. J'étais directeur de structure dans la santé. Ok. Privé. Privé, j'avais demandé si c'est l'État. Ok. En France, métropolitaine. En France, ok. Tu es très coquin, car on a bien vu, les auditeuristes et moi, on a bien compris que toutes les questions, elles seront d'abord répondues à un endroit assez lointain pour petit à petit y revenir. Nous t'aimons comme tu es. Mais ça exige de moi, parce que du coup, moi, j'ai toujours peur que tu perdes ton fil. Mais je crois qu'en fait, il faut que je lâche cette peur, parce que toi, tu sais ce que t'es d'accord ? Il est là. Il est là. Je t'écoute. Parce que là, je suis là. Alors là, le rapport avec ce que je viens de demander. Mais c'est très intéressant. Et c'est pas du tout une critique. Parce que du coup, ça crée un peu, tu nous teases. Moi, je suis là, vas-y, trop intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis, ouais. Je me pose à peu près 1001 questions à la seconde, et du coup, forcément, moi-même, j'essaye, j'ai toujours le fil, et je réponds à mes questions, à mes propres questions. Mais le lien, du coup, étant que j'ai fréquenté le milieu gay en étant une gouine. Et en fait, après, j'ai complètement oublié ce milieu. Et je suis arrivé dans le milieu hétéro. Je me suis mis avec un mec. Pendant pas mal d'années, j'étais une meuf, visiblement. Et j'ai commencé ma transition en étant avec ce mec qui était hétéro. Donc je suis devenu un mec avec un mec hétéro, avec lequel j'étais paxé. Et ça a complètement changé ma vie. Puisque là, je me suis découvert, en fait. Je me suis découvert, j'ai découvert ce que j'aimais dans la vie, j'ai découvert qui je voulais être, et je parle pas de professionnel ou de caractère ou quoi que ce soit. J'ai juste lâché les idéaux pour me découvrir moi. Qu'est-ce qu'est mon corps déjà, et plein de choses comme ça. En fait, c'est le moment où j'étais vraiment sur la culture de qui je veux être demain, qu'est-ce que je veux représenter, etc. Ça s'est pas bien passé avec cette personne, puisque déjà il était hétéro et il se retrouvait avec un mec dans son lit. Donc au bout d'un moment, le connaissant, ça marche des fois, mais le connaissant, c'était pas ok. Donc on s'est plus ou moins abandonné. C'était très triste, mais vu que ça s'est pas bien passé au final, bon, voilà. Le temps est passé, ça fait maintenant pas mal d'années, donc ça va. Et j'ai fréquenté le milieu gay. Je suis enfin sorti de mon placard pour la deuxième fois. Sacré placard quand même, un placard dans un placard, c'est une boîte de Pandore. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai fini dans un monde où j'étais soit entouré de copines de fac, soit entouré de mecs ultra gays qui me mettaient dans les soirées, alors que moi, petit trans en devenir, pas forcément très à l'aise avec l'esthétique que j'avais aussi, parce que en début de transition, ça a été quand même assez compliqué de trouver quelque chose qui passait avec tout le monde, une vision masculine de moi que tout le monde comprenait. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire le moment où on t'appelle plus madame dans la rue et où tu sais que c'est définitif. Ce moment-là, je l'attendais tellement que je savais pas comment le provoquer.
Dans ton choix d'habits ou dans ton choix de coiffure, si tu parles de quoi concrètement? C'est ça. Déjà, effectivement, des choix esthétiques, mais aussi comment tu marches. C'est des trucs bêtes, hein, mais on s'amusait avec les copains. Comment ça marche, un mec? Genre, c'est quoi la démarche qu'il faut? En fait, j'ai pas très envie de me perdre. Je me déplace un peu comme une pédale dans la rue et c'est cool. Et j'ai pas très envie de marcher comme un mec bourru ou bourrin ou quoi que ce soit. Mais ça a mis du temps pour m'évincer de ce besoin de représenter la masculinité. Et donc j'arrive dans le milieu gay. Avec une autre question. Tu as dit j'ai découvert des amis ultra gays. C'est quoi pour toi quelqu'un qui est ultra gay? Ultra gay, c'est des personnes à l'époque en tout cas, ce qui m'a impressionné beaucoup, c'était les mecs qui sortaient tous les soirs et qui couchaient avec des gens différents tous les soirs. Parce que je suis incapable de faire ça. Je suis complètement incapable. J'aime le couple, j'aime cette relation à l'autre qui devient quelque chose d'autre tous les jours, mais finalement qui se co-crée avec l'autre. D'une façon hyper stable. J'aime retrouver la même personne tous les soirs. Donc ultra gay, là, on est où? Géographiquement, on est à Paris? Non, on est très loin de Paris. On est dans la campagne. On est dans la campagne limousine. On est dans la campagne limousine. Et les seuls gays que tu as trouvés, c'est des gays qui aiment sortir. Ouais. Ok. On est d'accord qu'il y a plein de versions, de nuanciers de gays. Bien sûr. Moi qui n'aime pas sortir. Moi qui suis une grand-mère dans mon cœur, je suis un petit peu vexé, mais c'est ok. En tout cas, tu n'as pas rencontré le chemin des gays qui jouent au Cluedo, des gays forestiers. Pas tout de suite, parce que finalement, aussi, peut-être qu'en campagne, à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule façon d'être gay. C'est une vraie question, ouais. On parle de, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans, un peu plus de 10 ans, 10-15 ans. Et j'ai croisé personne qui était tranquillement gay, en fait. Alors c'est pas intranquille de sortir tous les soirs, c'est pas dans cette extension que je voulais aller, mais moi ma question c'était est-ce que tu avais une appétence pour le milieu de la nuit et c'est là-bas que tu as découvert des ultra gays? Absolument pas. Donc ouais, t'es allé à l'endroit où il y avait de l'ultra gay, du gay avec qui pouvait te porter, t'entourer, Tout à fait. Déjà vu que je sortais dans le milieu gay lesbien, je l'ai retrouvé ce milieu-là. Et c'était peuplé de mecs gays, ultra gays, parce que après être allés au bar, ils allaient ailleurs, et après ils allaient ailleurs. Mais comment ces gens font pour enfiler la journée? Non, mais déjà, ils ont 20 ans. Oui. Oui. C'est des très jeunes comme j'étais très jeune aussi. Ouais. Et ils ont des boulots et tout. C'est la grande question que je me pose en fait. Je sais pas, c'est pas mon modèle. Mais non, on est étudiant à 20 ans. Pas tout le monde, mais... Non, pas tout le monde, t'as raison. Je sais pas. Okay. Je sais pas vraiment. C'est des belles amitiés? Certaines ont persisté, mais c'est complètement en dehors de ce que je suis. À l'époque, je savais pas vraiment ce que je voulais être. Je voulais être PD, c'est sûr. Et ça me rassurait de l'être aussi. Pour prouver aussi ma masculinité, parce que être désiré par un mec, y a rien qui me fait sentir plus mec que ça. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas forcément aujourd'hui des personnes il reste quelques personnes avec lesquelles je gravite, mais c'est complètement en dehors de mon modèle, donc j'admire. Mais on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas les mêmes valeurs non plus, parce que le couple, pour moi, c'est plein de valeurs qui sont dans le couple, et c'est des valeurs qui sont pas forcément comprises par ces personnes que je côtoyais. Ultra gay. Oui, parce que les deux trucs que tu identifiais, c'est on sort tous les soirs et c'est un endroit de fête, etc. Ouais. Et on enchaîne les plans. Tout à fait. Avec des personnes différentes à chaque fois. Ok, d'accord, ouais. Tu as dit, ce sont des ultra gays, et toi t'as dit, moi j'avais envie de devenir PD. Ouais. Tu fais une différence entre les deux termes? J'avais envie d'être un mec aimé des mecs. Et le reste, j'avais pas envie de coucher avec des personnes différentes tout le temps, au contraire. Et du coup, je voulais pas être l'ultra gay que je voyais autour de moi, mais j'avais envie d'être un petit peu comme eux quand même. Le Limousin, en France, c'est à peu près où? C'est au milieu, en gros. Au milieu, ouais, merci pour ma petite géographie. Tu te souviens de ma question? Oui.
Tu peux la redire? Finalement, le fait que j'ai amené comme sujet principal le sujet du rejet, et le rejet notamment dans un cadre festif qui était une soirée privée d'anniversaire. Oui, c'était l'anecdote. Ouais, c'était l'anecdote. Je te teste et tout, franchement, t'es trop fort. Ça va alors. Là, je te taquine. Est-ce que tu veux... T'es pas obligé d'y répondre tout de suite, tu peux continuer à déplier ce que tu veux déplier. Le dernier pli est en train d'être déplié. Ah. Donc le premier... Je me sens très impatient. Hein. Clairement. Toujours. Donc, en rejoignant le milieu gay pour une dernière fois, quand je suis moi-même arrivé à Paris, donc là, on quitte la campagne limousine, on quitte complètement mon secteur d'emploi, puisque je me dis, c'est pas pour moi en fait. C'est trop de carcans pour ce que je suis, pour ce que je me découvre être, c'est-à-dire une personne qui aime la liberté, qui aime passionnément la liberté, et qui aime aussi la culture, qui aime rencontrer des gens nouveaux, qui aime pouvoir parler avec des personnes qui sont ouvertes, et ce que je ne voyais pas, ce que je ne rencontrais pas dans mon Limousin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, des gens qui sont ouverts, mais j'avais envie de beaucoup plus de liberté que ce que j'avais. Et notamment la liberté d'être avec des gens différents tous les jours. Donc, qu'est-ce que moi je peux être dans la rue? Je peux être une personne qui sera pas cataloguée. Les gens passent autour de moi et ils me regardent pas, ils s'en foutent complètement. Et l'anonymat de la grande ville. Tout à fait. Là où dans le Limousin, en fait, t'es très identifié. Tout à fait. Surtout quand tu es visiblement une grosse pédale, qui en a rien à foutre du monde, des carcans du monde. Et voilà, ça me plaisait pas. J'avais envie de liberté et d'anonymat. Et donc j'arrive à Paris. Et là, du coup, je redécouvre le milieu qui me plaît, c'est-à-dire un milieu où il y a toute forme d'homosexualité, toute forme de sexualité tout court, mais toute forme d'homosexualité aussi. C'est-à-dire les personnes que je croisais qui étaient ultra gays à l'époque, finalement, je les retrouve. Je les retrouve beaucoup sur Grindr, je les retrouve beaucoup partout en fait, mais des homosexuels beaucoup plus apaisés en fait dans leur consommation du sexe et du couple, parce que j'avais complètement perdu l'espoir que l'homosexualité puisse me mener à un couple stable. Ah oui. À force de ne plus voir ces modèles exister, et puis au contraire voir des anti-modèles qui me disaient non mais ça sert à rien d'être en couple. Oui mais moi je veux. Et donc je rencontre des gens qui me ressemblent plus, je rencontre des vrais amis pour le coup, des personnes avec lesquelles on peut partager des choses et qu'on se comprend en fait sur des valeurs, sur des soirées, sur des événements. Tu peux me décrire de quoi tu parles quand tu parles du milieu à Paris? C'est quoi concrètement? C'est des espaces? C'est quoi pour toi? Au départ, c'est des espaces qui sont très queer, en tout cas pour mon vécu à moi. C'est des espaces où il y a des événements, que ça soit des événements culturels, que ça soit des événements militants. C'est des espaces où se croisent des trans, des mecs gays qui sont cis, des mecs gays qui sont trans, des gwyn, un petit peu de tout en fait. Et cette variété me met des paillettes dans les yeux parce que j'avais l'impression d'être seul au monde, à part sur Internet. Mais sur Internet, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Tu peux me donner un exemple d'un de ces événements? Ouais. J'ai participé à un super atelier donc c'était dans un bar militant où il y a des événements sur plein de thèmes différents. Tu l'aimes bien ce bar? Ça fait très longtemps que je l'ai quitté, mais ça a vraiment servi à mon adolescence trans entre guillemets, à me découvrir parce que il y avait plein de modèles qui étaient magnifiques. Tu veux le mentionner? Non. Pas le bar? Non, pas le bar. Pourquoi? J'ai quitté vraiment le milieu communautaire et j'ai pas envie d'être attaché à ce milieu-là. Et le bar représente ce milieu-là. Rebondissement. Ah ouais, c'est ça où on va arriver. Ok, d'accord. Oui, ça a été un moment donné. Ouais, et donc c'est un bar où il y avait des événements militants et mais je vois tout à fait de quoi tu parles. Une différence de gens qui se rencontrent. Tout à fait. Ok. Avec des besoins différents, des événements totalement différents. Okay. Et du coup, je découvre un monde carrément. Je découvre aussi un monde de sexualité avec des événements axés sur la sexualité, sur la découverte, sur
de la mise en scène, sur le bonheur de sexualiser avec en étant soi en fait. Bref. Eh bien non, mais c'est parfait, car c'est la fin de notre premier épisode. J'adore parce que tu n'auras pas raconté l'anecdote et tu la raconteras dans le prochain épisode. Je trouve ça très drôle. Une anecdote. Non, mais c'est cool. Est-ce que tu veux nous amener jusqu'aux portes de l'appartement où il y a eu cette anecdote et l'anniversaire? Est-ce que là, en gros, la suite, c'est t'es bien à Paris, tu te déploies alors jusqu'au jour de l'anniversaire? Ou est-ce que tu veux rajouter des éléments? Non, on est bien là. On est devant la porte. On est devant la porte. Rendez-vous au prochain épisode. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.